l'évolution, la révolution, c'est l'arrivée d'acteurs privés aussi dans le secteur. Je voudrais juste répondre à mon voisin parce que il a parlé des investisseurs privés, donc je me sens un petit peu concernée, même si j'ai un peu l'impression dans une table ronde sur le logement social de faire un peu tâche, parce que on va voir voilà, non, pas Swiss du tout, Life, bon, c'est pas tout à fait ça. Néanmoins, je comprends ce que vous dites quand vous parlez de la place qu'auraient trouvé les investisseurs et des montages toujours plus exotiques qu'ils pourraient proposer. Pour être une ancienne banquière, je sais que l'imagination des financiers est assez illimitée en ce domaine. J'ai aussi, en tant qu'ancienne banquière, connu la crise financière, donc je connais les limites de la titrisation. Mais plus pragmatiquement, ce que je voulais dire, c'est qu'un investisseur privé, et moi aujourd'hui je représente un assureur qui fait des fonds logement, peut aussi apporter des solutions très simples, des solutions de diversification, comme nous l'avons fait nous avec 2 de nos fonds. Mais avant ça, je voudrais bien tordre le cou à peut-être 4 idées qu'on a concernant les investisseurs privés. D'abord, on a beaucoup dit que les investisseurs privés avaient quitté le logement parce que le logement, ça demandait beaucoup de ressources, ça ne rapportait pas beaucoup. La loi Aurillac aussi, qui aurait... La loi Aurillac qui les Absolument. Et puis, alors c'est vrai que ça demande des ressources de property management, ça demande des services informatiques assez importants. Bon, à tout seigneur, tout honneur, moi je vais parler de Swiss Life. Nous n'avons jamais quitté le secteur du logement. Swiss Life est historiquement le plus gros propriétaire foncier suisse et notre objectif a toujours été de rester dans le logement. Ça, c'est le premier point. D'autre part, j'ai souvent entendu que les investisseurs se reportaient sur le logement par défaut, parce que les placements étant tellement bas en ce moment, le logement permettait quand même d'avoir un minimum de rentabilité. Ça, je voudrais dire que Swiss Life, mais d'autres investisseurs aussi, nous n'avons pas le monopole là-dessus. On a en général des fonds très longs, des fonds d'investissement qui font 15 ans, voire 18 ans. Donc proposer à nos investisseurs un investissement par défaut sur 18 ans, il faut quand même un peu s'accrocher. Et puis, nous avons un fonds à impact que nous avons créé où là, nous convainquons nos investisseurs d'avoir une rémunération qui est même inférieure à celle du logement. Donc, on n'est pas du tout dans un investissement par défaut. Après, on nous reproche souvent de faire le buzz sur des opérations médiatiques que nous pourrions avoir. Et bon, je pense que M. Hichet et moi partageons la même expérience sur une opération commune. Ce que je voudrais dire, c'est que le buzz n'a pas que des inconvénients, parce que on arrive à attirer l'attention, on arrive à se faire connaître d'investisseurs qui, comme chacun le sait, sont moutonniers, sont grégaires et aiment bien faire comme les copains. Donc ça, c'est important. Et c'est important dans une logique gagnant-gagnant. Et on le verra avec le fonds social que nous avons mis en place, on peut avoir une logique gagnant-gagnant. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a reproché aussi aux investisseurs de contribuer à l'attrition du logement social, à cet effritement de l'offre. Or, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand un investisseur privé, en tout cas quand nous investissons dans le logement, on s'impose un certain nombre de règles. Et avec M. Hichet, dans l'opération que nous avons en commun, Vesta, c'est ça ? L'opération Vesta sur le patrimoine SNCF, nous avons un certain nombre de règles et nous les respectons. Et je dirais qu'on a une certaine bienveillance sociale vis-à-vis de nos locataires. Donc, voilà, je voudrais qu'on rebatte un peu les cartes et qu'on arrive à considérer que dans cette période un peu de disette budgétaire, si j'ai bien compris ce qui a été dit ce matin, on peut essayer ensemble de faire quelque chose. Investisseurs comme atout aussi pour le logement social. Emmanuel Cos, vous souhaitiez... La première chose, c'est que je pense qu'il faut pas innover parce qu'on n'a pas d'argent. Enfin, franchement, si l'idée du gouvernement c'était que les bailleurs innovent, il faut plutôt leur donner de l'argent. Enfin, je le dis, c'est totalement contre-intuitif. Aujourd'hui,
La France a quand même la chance d'avoir des opérateurs, plus de 600, qui ont du logement social. Je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a par rapport à d'autres pays européens. Parce que ce qui n'a pas été dit tout à l'heure dans le tableau que Nadia a dressé, c'est que pendant toutes ces évolutions sociales, il y a aussi le fait que le parc privé n'a plus répondu aux besoins de logement. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a encore 40 ans, le parc privé comme le parc social répondait à des besoins de la population. Ce n'est plus le cas. Le parc social, je rappelle quand même qu'il a été en partie construit pour accueillir dans les métropoles la classe ouvrière qui venait y travailler dans le cadre de l'exode rural. D'où le fait de ces implantations, par ailleurs, dans des zones qui aujourd'hui ne sont plus les bassins d'emploi d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on demande au logement social de résoudre à lui tout seul la politique du logement. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la RLS, et je ne dis pas ça parce que j'étais en fonction avant, et que je défendrai mon bilan. Mais la RLS, elle est délétère pour cette raison. Parce qu'elle demande, au moment où on demande, et c'est normal que l'État demande aux opérateurs un certain nombre de missions, loger, réhabiliter, être capable de loger la personne qui est au RSA comme celle qui a un revenu actif assez important, loger dans tous les territoires en tension, répondre à la rénovation urbaine parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a aussi ça qui s'est rajouté, être leader sur la réhabilitation des logements pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Au moment où l'État exige une exigence auprès de ses opérateurs et ses 5 millions de logements, on leur dit vous avez moins d'argent pour le faire et notamment pour investir. Et c'est là où c'est en fait, et c'est pour ça qu'il y a une vraie, que le monde HLM a été si réactif à ce moment-là, c'est que la mission du monde HLM, c'est de réinvestir ses fonds. Donc évidemment qu'il y a des opérateurs qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas de l'argent pour eux-mêmes. Ils l'ont pour investir dans les opérations de demain. Et heureusement d'ailleurs qu'on a encore cet argent-là, parce que sinon je ne sais pas comment on sortirait, notamment les logements PLAI dans les territoires tendus, voire dans les territoires détendus, où en fait ça peut quand même être très cher parfois de réhabiliter. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Et je ne vous cache pas d'ailleurs mes inquiétudes, parce qu'hier j'étais, comme beaucoup d'entre nous, à un autre débat avec Action Logement. J'ai eu des échos sur les agréments logements sociaux qui vont sortir en fin d'année. Si vraiment on en arrive là, c'est catastrophique. On va avoir une des années les pires des 15 dernières années, à un moment où on a une crise en France sur la question du logement abordable. Et donc, c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, dans cette histoire, l'ensemble des acteurs privés du logement, je pense notamment aux promoteurs immobiliers comme les bailleurs sociaux, se parlent et réfléchissent ensemble parce que tout le monde est impacté par cette difficulté. Les promoteurs aussi cherchent à faire du logement abordable par rapport à leur capacité à vendre les logements qu'ils font. Parce qu'il y a un besoin pour tout le monde d'arriver à avoir une adéquation entre les besoins de la population et ce qui est fait. Et là, actuellement, c'est très difficile. Il n'empêche qu'on continue à se battre, on continue à faire, et qu'en plus, on croit aux missions du logement social. Moi, je le dis sincèrement, en tant que présidente de Coalia Habitat, s'il n'y a pas un bailleur social qui décide de loger des gens qui ne peuvent pas mettre plus de 300 € maximum de loyer par mois, et qui travaillent, sont les gens qui font nos logements, nos métros et tout ça. C'est ceux qui travaillent sur les plateformes aéroportuaires et tout ça. Bon, ces travailleurs immigrants, si on ne les loge pas, personne ne les logera sauf des marchands de sommeil. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et actuellement, nous sommes un des secteurs, et Adoma a la même difficulté, qui est le moins soutenu par la puissance publique. Donc on est dans ces contradictions extrêmement difficiles. Et alors évidemment, et je ne critique pas l'Ancols parce que j'ai contribué à renforcer ses pouvoirs, mais quand on fait de l'audit, on trouvera toujours un problème. On trouvera toujours des bailleurs qui ont de l'argent. Mais aujourd'hui, il se passe une attaque en règle de l'ensemble du système HLM qui est délétère, non pas seulement pour le système HLM, c'est que si on attaque cette partie-là de la production de logements, ça va déstabiliser tout le monde. C'est déjà le cas. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, un grand nombre des opérations ne se font pas si le bailleur social n'est pas là. Il y a des tas de programmes communs. Oui, c'est clair que la promotion privée... Et tout le monde est lié. On est en train tous ensemble d'essayer de faire la ville ensemble. On essaie de répondre à ces injonctions-là. Et pour ça, vous le disiez tous quand j'étais en fonction, on a besoin de stabilité, mais aussi d'une vision. C'est pas qu'une question économique. Et par exemple, et c'est ce que disait Serge, quelle est notre réponse à qu'est-ce que ça sera se loger dans 30 ans? Quels seront les revenus des habitants de notre pays dans 30 ans? Quelle sera la part du revenu du travail et d'autres choses? On ne sait pas répondre à ça. Et on le voit déjà parce que par rapport à des évolutions sociales comme l'accueil des familles monoparentales, 40% des familles sont monoparentales en Île-de-France. On est bien obligé de penser à ça dans la production de logements qu'on a. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, en ayant un emploi à taux plein, en CDI, n'arrivent pas à se loger.
c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 15 ans. Et donc, il faut qu'on soit capable de répondre à ça. Et c'est pour ça que l'innovation, travailler sur les coûts, travailler à des montages différents, réfléchir à des logements qui seront évolutifs ou en tout cas qui seront moins figés dans sa forme familiale, évidemment qu'on réfléchit à tout ça. Mais ce n'est pas parce que la RLS est arrivée. Donc, on essaie de toute façon de faire mieux parce que derrière, il y a des élus qui, de toute façon, sont particulièrement exigeants. Et puis parce que la demande sociale, elle est là. Et c'est vrai, Claire le rappelait dans ses chiffres, mais l'augmentation de la demande en logement social, il y a un moment, je ne sais même plus comment comprendre cette demande tellement elle a explosé ces dernières années. Et y compris avec notamment des populations qu'on n'accueillait pas jusque-là, qui sont les personnes qui, à la veille de la retraite, maintenant demandent un logement social. Et ça, les bailleurs sociaux étaient habitués à accompagner leurs locataires dans le vieillissement, mais pas à les accueillir à 65 ans. Ça change beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien. Et plutôt que d'être attaqué en règle tout le temps comme étant, je ne sais pas, un secteur qui serait immobile, moi je pense plutôt qu'on aurait besoin d'un soutien très clair, et y compris d'une vue à long terme qui va au-delà des mandats politiques. Il n'y a pas de dodus dormants, ils ne sont pas dodus et ils ne sont pas dormants, mais c'est ça. Il y en a peut-être sur des centaines d'organismes, mais le logement HLM est un secteur qui est contrôlé, qui est audité. On a, du fait des deniers publics que l'on reçoit, on a des contrôles extrêmement sévères. Donc il peut y avoir, moi-même j'ai sanctionné des opérateurs, dont un qui a fait un parking à la place de faire des logements. Mais bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Mais enfin, vous avez toujours des secteurs, il y a toujours des gens qui malheureusement ne vont pas respecter la loi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qui s'occupe des personnes qui sont au RSA? C'est un peu les bailleurs et sinon personne. C'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on manque d'acteurs. Alors heureusement, il y a aussi... Je pense quand même une réflexion globale sur le coût du logement, pour qui on construit, pour qui on réhabilite, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand le gouvernement lance Action Cœur de Ville, la première chose qu'il demande, c'est que des opérateurs du logement social arrivent dans les villes, petites villes et villes moyennes pour amener leur savoir-faire. Et je pense que beaucoup d'opérateurs sont d'accord pour le faire. Encore faudrait-il qu'ils aient les moyens de le faire. Oui. Et quand on leur demande à côté de rembourser un certain nombre, de réduire leur budget d'investissement, c'est assez catastrophique. Je le dis parce qu'en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en mesurer les effets les plus importants. C'est dans 2 ans. Parce que là, on est encore sur le trend des programmes d'investissement qui ont été prévus en 2016-2017. Mais qu'est-ce qui se passera dans 2 ans? Là, ça va devenir compliqué, à un moment où je pense qu'il y a des besoins très forts sur lesquels on ne répond pas. Et il faut qu'on réponde aux besoins de logement. Ce besoin continue à être très fort. Par ailleurs, on est assez faible collectivement sur les ravages, et on en avait parlé ensemble, dans les métropoles, de tout ce qui est lié aux plateformes numériques qui vraiment captent énormément de logements. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique, y compris dans la politique de logement. Alors, je le dis devant Serge parce qu'il est extrêmement concerné sur ce sujet-là, mais quand vous avez des logements privés captés pour de l'hôtellerie, et y compris parfois du logement social, parce qu'on a des locataires indélicats, oui, mais vous imaginez, c'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, moi en 2012, quand j'ai préparé la campagne présidentielle de 2012, ce sujet n'existait quasiment pas. On est en 2019, on a une évaporation de plusieurs milliers de logements avec ça. C'est-à-dire qu'on a une rapidité du phénomène et une incapacité à agir. Mais vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'on a vécues depuis 10 ans. Et à côté de ça, on manque d'un soutien et d'une clarté, y compris financière. Je crois que votre voisin est complètement d'accord avec vous. Oh, je suis par principe toujours d'accord avec ce que dit l'ancienne ministre. Vous m'avez promis une thèse disruptive, alors. Écoutez, évolution ou révolution. Bon, j'aurais tendance à dire que nous connaissons un certain nombre d'évolutions. La révolution, me semble-t-il, est encore à venir. Et pour ma part, je l'appelle de mes voeux. Si vous permettez, je voudrais m'éloigner un peu du sujet pour mieux y revenir rapidement. Au fond, nous vivons dans une société qui est dominée en réalité, si on veut bien dire les choses, par une forme de religion laïque qui est l'économie politique. Voilà. Et l'économie politique, elle instille dans nos esprits, à nous, mais aussi à tous les grands décideurs économiques et politiques, un mode de représentation du monde. Et ce mode de représentation du monde, c'est assez largement, aujourd'hui encore, celui qui a été construit sur la base d'une économie majoritairement industrielle.
En tout cas, la partie dominante de l'économie étant l'économie industrielle, avec des tas de conséquences, notamment, ça a été évoqué au passage, des localisations périphériques, etc., des principales activités. Alors, sur la base de cette économie majoritairement industrielle, eh bien, il y a des économistes, j'en parlais il y a quelques instants encore avec le professeur Mouillard, qui ont construit des modèles de production et de productivité de cette économie. Voilà, des facteurs fondamentaux, le capital, le travail. Il y a une fonction dite de Cobb-Douglas qui réunit tout ça. Et puis, il y a des éléments qu'on ne sait pas trop expliquer. C'est ce qu'on appelle le résidu de Solow, dans lequel on a essayé de caser des éléments qui pouvaient être explicatifs de la croissance. Par exemple, la consommation d'énergie. Et puis on a trouvé que ça ne marchait pas si bien que ça. Bon. Au total, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, d'une part, évidemment, la composante dominante de l'économie, ça n'est plus l'économie industrielle, c'est l'économie tertiarisée, avec une conséquence lourde qui est la métropolisation. Il y a un lien très fort entre les deux. Les sociologues se sont complètement plantés à un moment donné en pensant que la tertiarisation, ça allait déterritorialiser les emplois. En réalité, comme la tertiarisation, ça suppose des échanges informels, ça a plutôt accentué le phénomène d'agglomération. Premier point. Et deuxièmement, on s'est dit, dans ce fameux coefficient de Solow, résidu de Solow, qu'est-ce qui compte? C'est le progrès technique qui va peser lourdement, parce qu'il va permettre de mieux combiner les facteurs élémentaires. Bon. Et alors, quand on regarde, après des décennies, qui restent encore, je veux dire, dans la doctrine officielle, dans tous les esprits, d'investissement dans les nouvelles technologies et autres, ce qu'on voit, et c'est quand même un peu embêtant, c'est que depuis 3-4 décennies, notre croissance potentielle a été divisée par au moins 4. Voilà. Il y a 30 ans, notre croissance potentielle, c'était pratiquement 3% au début des années 90. Aujourd'hui, 0,8. Il y a quand même un petit problème. Et le petit problème, c'est qu'on a tout simplement loupé le passage d'une économie à dominante industrielle à une économie à dominante tertiaire. Les règles ont complètement changé et on aurait dû probablement s'interroger et nous-mêmes être de bien meilleurs défenseurs de cette question en expliquant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce fameux résidu de Solow? Eh bien, ma thèse personnelle, c'est que dans le résidu de Solow, dans une économie tertiarisée, il y a l'investissement dans l'habitat. Quel sera le facteur déterminant de compétitivité des métropoles dans 20 ans, dans 30 ans? La diffusion de la high-tech, elle se fait partout, partout, y compris dans des territoires périphériques en réalité. Ce qui sera discriminant, c'est la qualité de la structuration urbaine, c'est-à-dire de l'habitat au sens large, pour une raison simple à comprendre. Quand vous vous tournez vers un informaticien ou vers un jeune analyste financier, est-ce qu'on imagine qu'en fin de semaine, quand il aura passé ou quand elle aura passé 3 heures par jour dans des transports en commun, son niveau de productivité sera le même que si la structuration de la métropole est validement organisée? Alors, la conséquence de tout ça, elle est complètement fondamentale. Ça veut dire que dans notre modèle de représentation, nous considérons que l'investissement sur l'habitat, sur l'urbanisme, quelque part, c'est du résiduel. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie dite productive dégage des marges et qu'une partie de ces marges peut être consommée dans une perspective sociale, de solidarité, d'équilibre politique, etc. On fait complètement fausse route. On fait complètement fausse route parce que ces investissements sont authentiquement productifs. Ce sont eux qui sont derrière la productivité globale des facteurs d'une économie tertiarisée. Voilà. Et tant qu'on restera dans une posture défensive, consistant à dire on a besoin d'argent, parce qu'au fond, nous sommes les relais de la charité chrétienne, quelque part. Eh bien, on fera fausse route parce qu'en réalité, ces investissements, ils sont au cœur même du modèle économique du XXIe siècle, c'est-à-dire du modèle économique de l'économie tertiarisée, des métropoles productives, et du fait que investir dans l'habitat,
ça n'est pas perdre de l'argent, ça n'est pas investir sans rentabilité, sans rendement. Au contraire, c'est ça qui conditionne la rentabilité de tout le reste. Alors on peut dire quelles sont les conséquences pratiques de tout ça. Mais les conséquences pratiques, c'est qu'il faut quand même que tous les décideurs économiques et politiques considèrent que l'investissement dans les métropoles et dans l'habitat, c'est un investissement productif. Ce n'est pas un investissement improductif. Et dans le discours collectif, c'est extrêmement important. C'est extrêmement central. Alors après, on peut prendre d'autres champs dans lesquels il y a des conséquences à en tirer. Par exemple, sur les normes en matière de fonds propres prudentiels. On fait complètement fausse route sur les normes appliquées aujourd'hui à partir d'un cas extraordinaire en Europe, c'est celui de Londres. Au moment du Brexit, on peut quand même se demander si c'est vraiment le choix le plus pertinent. Bon, deuxièmement, on considère que les fonds propres prudentiels, c'est l'immobilier en général et l'immobilier tertiaire d'abord. L'immobilier résidentiel, il n'obéit pas aux mêmes logiques, aux mêmes risques, par exemple. Et donc vous voyez bien que cette question, dans notre modèle de représentation collective, qui est quelle est la nature de l'investissement sur l'habitat, est-ce que oui ou non, il entre de manière déterminante dans le résidu de Solow, explicatif de la croissance? Eh bien, c'est un débat qui est la mère de toutes les batailles et qui peut tout changer à l'avenir.